Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison de Première Ligue. Il reste 5 rencontres à jouer pour la plupart des équipes. On va donc parler ensemble de la 34e journée, un week-end qui sera aussi occupé par les demi-finales de Cup. Dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François. Salut Serge. Bruno. Bonsoir. Et Christian, qui n'est pas dans sa data room, visiblement, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de data mobile? Oui, Serge, on a déjà fait des émissions comme ça. Donc aujourd'hui, c'est en dehors de la data room, mais toujours avec les informations aussi pertinentes. L'important, c'est d'avoir Abemus Data. On est d'accord? Bravo. Allez, je vous propose de revenir sur des rencontres avancées qui ont eu lieu mardi soir et mercredi soir, avancées de la 34e journée, pour cause, je vous l'ai dit, de demi-finale de Cup, avec un match importantissime, Manchester City-Aston Villa. On parle évidemment de course au top 5, puisque les 5 premiers seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. City ouvre le bal avec un but très rapide. Importantissime cette victoire pour City et certainement dans l'approche de cette ligne droite de 4 matchs désormais à encore jouer pour cette équipe de City. Silva a fait 1-0, égalisation à la 18e minute de jeu sur penalty par Marcus Rashford. Mais c'est vraiment dans les tout derniers instants que City va faire la différence. Et ce but-là est très très important puisqu'il permet quand même à City de garder 4 points d'avance sur Aston Villa. Assiste de Doku et le but est marqué par Nunes. Montée décisive de Doku, montée décisive de Disasi. C'est la seule fois où on le laisse en homme contre Doku. Et je pense que là, un gardien de ce niveau-là doit couper la trajectoire. Mais les circonstances sont là et c'est un but qui leur fait le plus grand bien. Rencontre de mercredi soir avec moins d'enjeux. Arsenal accueille Crystal Palace, derby londonien. Ça commence très très bien pour les Gunners puisque dès la 3e minute de jeu, Kivior marque le 1-0, mais Crystal Palace va s'accrocher dans cette rencontre et va notamment égaliser sur ce corner. Quelques minutes après, on est juste avant la demi-heure de jeu. Beau but de cet excellent joueur qui est aisé. Arsenal reprend l'avantage avec, et ça devient quand même une bonne habitude. Il avait déjà marqué un doublé le week-end dernier. Trossard qui fait le 2-1. On pense à ce moment-là qu'Arsenal a fait la différence. Eh bien non, parce qu'on fait des erreurs défensives, notamment Saliba déjà du côté de Madrid. Et là, la défense se trouve et Mateta marque ce superbe but. Oui, j'allais dire, il y a l'erreur, mais il y a surtout la classe de Mateta. Lui aussi monté au jeu. Ce but est merveilleux, franchement. Palace, ils sont évidemment toujours très très concernés par une fin de saison qui peut être fantastique pour eux. Donc voilà, ils sont là, ils sont présents. C'est compétitif en tout cas. 13e partage quand même pour Arsenal. C'est là évidemment que les Gunners ont été largués dans la course au titre. 3 défaites seulement, mais 13 partages. Bien sûr, ils perdent beaucoup de plumes ici. Je crois qu'ils perdent 6 points sur les 10 derniers matchs sur Liverpool. Et tous ces partages-là, vision du jeu, Christian nous le dit depuis longtemps, mieux vaut de temps en temps être battu, mais ne pas cumuler des partages. Ouais, le champion sera à 80 et des points, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme non plus. Comparé aux 100 points qu'on a eu par le passé déjà. Ouais. Donc voilà. Bon. Ouais. En tout cas, Arsenal n'a pas permis à Liverpool d'être déjà champion mercredi soir, mais il faudra 1 point pour les Reds. On y va dimanche, et ce sera avec Bruno et avec Jean-François dans les tribunes d'Anfield. Ouais, on démarre dimanche matin et on est tout excité à l'idée d'aller vivre ça à Anfield. Vraiment. On en parlera évidemment dans cette émission. Rappelons quand même que si pour la première place, il faut 1 point. La 2e, Arsenal, normalement, c'est déjà acquis. Il faudra prendre encore quelques points. Par contre, entre la 3e et la 7e place, 4 points. 4 points. Alors City, on l'a vu, est repassé 3e avec 61 points. Et Aston Villa est 7e avec 57 points. Et entre ces équipes-là, il y a Newcastle, il y a Chelsea et Nottingham Forest. Et tout le monde n'a pas le même programme. On verra peut-être tout à l'heure le programme des Blues de Chelsea. Il est costaud, très très costaud. Ouais, Chelsea, programme difficile. Nottingham, programme difficile aussi, avec un dernier match à domicile qui sera peut-être déterminant. Donc il y a plus de suspense pour la relégation. Leicester, c'est officiel depuis ce week-end et Ipswich va bientôt suivre. Le titre, c'est joué. Par contre, énorme suspense. C'est une des plus belles courses au top 5 maintenant depuis ces dernières années. Ah oui. Ils ont une chance énorme, ces clubs anglais, c'est d'avoir autant de postuler, autant de places en Ligue des Champions. C'est quand même prestigieux. Et d'avoir dans ce sprint final encore toutes ces équipes à 4 points, c'est exceptionnel. C'est prestigieux, c'est surtout très rentable. C'est surtout ça. Oui. Et puis une dernière info, tombée lundi soir, Leeds et Burnley retrouvent la Première Ligue.
Ouais, Burnley avec de nouveau un secteur défensif extrêmement solide. Ouais, c'est la meilleure défense d'Europe. Exactement, il faut voir comment le passage en Première Ligue se fait. Est-ce qu'ils feront mieux que la première fois? Ça, là aussi, il y a un peu de budget qui se joue dans ces montées-là. Il y a 2 Belges quand même encore dans l'effectif qui ont joué et qui vont remonter en Première Ligue. On le souhaite pour eux en tout cas. Et puis c'est quand même un plaisir de retrouver Leeds parce que c'est un grand club avec une histoire, avec un passé, avec un public bouillant et avec un stade où il se passe toujours énormément de choses. Et une équipe au crampon acéré parfois aussi. L'année où ils étaient montés, ils avaient été très séduisants. Hein. Avec Bielsa à l'époque. L'année de la remontée. Après, ils sont un peu rentrés dans le rang, mais c'est 2 chouettes clubs pour l'année prochaine. Allez, je vous propose maintenant de revenir sur les faits marquants du week-end dernier. On va retrouver Christian pour cela avec une première infographie parce que, Christian, vous avez remarqué qu'on a marqué énormément dans les dernières minutes. Oui, il y a un contraste étonnant entre les 2 dernières journées et les 5 journées précédentes où on marquait que 3, 4, voire maximum 5 buts dans le dernier quart d'heure. Et là, on est de nouveau très décisif dans ce dernier quart d'heure. C'était normalement depuis toujours le quart d'heure dans lequel on marque le plus. Et regardez, sur les buts cumulés dans le dernier quart d'heure de la journée 32 et 33, on a marqué 21 fois avec énormément de buts au-delà de la 90e minute. Donc, est-ce que on se lâche un peu plus maintenant? Est-ce qu'il y a des problèmes de fatigue? Est-ce qu'il y a des problèmes de concentration? Mais en tout cas, il ne faut pas partir trop tôt parce que les buts se marquent dans ce dernier quart d'heure. Oui, c'est vrai qu'on voit parfois des stades anglais se vider. Voilà, on a mis les buts les plus tardifs du week-end dernier. Ceux-là sont extrêmement importants avec ce jeune joueur, franchement, qui est très séduisant du côté de Manchester City. C'est Nico O'Reilly. Et puis le 0-2 marqué après la 90e minute par Kovacic. Victoire de Manchester City à Everton. Et on a vu que City a enchaîné avec la victoire face à Villa. Ici aussi. Oui, dans les arrêts de jeu. Ici, à 94e. Ce but de Chelsea qui a renversé la situation à Fulham, but de Pedro Neto. Et puis ici, c'était une confirmation, le 4-2 marqué dans le temps additionnel par Christian Nørgaard. Victoire de Brentford face à une équipe de Brighton qui elle, a quand même lâché pas mal de points et perd des plumes dans la course à l'Europe. Ici, c'est l'égalisation parce que Southampton va encore prendre quelques points, notamment ici du côté de West Ham avec ce but marqué également dans le temps additionnel par Leslie Ugo Chukwu. Moi, je voudrais juste peut-être dire que c'est aussi très révélateur de ce que la Première Ligue veut être aujourd'hui, c'est-à-dire un championnat spectaculaire. Oui. Et donc, même en fin de saison, quand il y a des clubs qui sont peut-être plus concernés, etc., mais on joue pour le spectacle, on joue pour marquer. C'est peut-être ça aussi, cette dynamique, jusqu'au bout, en tout cas, dans l'état d'esprit. Puisque quand on parle de football anglais, c'est ce que tout le monde retient. Les Anglais jouent jusqu'au bout. C'est l'engagement jusqu'à la dernière seconde. Peut-être que... Puis préparer la suite. Oui. Southampton, il y a une saison qui arrive, ce sera un championship, mais ce sera une saison importante aussi. Pour Leicester, c'est exactement la même chose. Ils ont quand même donné du fil à retordre à Liverpool le week-end dernier. Liverpool qui a aussi marqué dans le Vardy, qui a annoncé qu'il allait quitter le club. Ça, c'est évidemment une info assez importante. Ça m'a étonné parce qu'il aurait pu les accompagner peut-être Oui, il a 38 ans, il va peut-être tenter une aventure à l'étranger. Je pense qu'il le mérite après les services rendus du côté des Foxes. Et puis Christian voulait aussi relever les buts marqués sur coup franc direct cette saison. Oui, on en a vu quelques-uns qui étaient très beaux dans ces dernières semaines et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller un peu voir combien de buts on marquait précédemment sur des coups francs directs. Et puis on en marque de moins en moins malheureusement, mais pourquoi ? Parce que les gardiens ont évolué, parce qu'ils ont des coachs maintenant qui placent des murs un peu différemment, où on saute. Défensivement, c'est amélioré et donc chaque coup franc direct maintenant qui est marqué est vraiment quelque chose d'exceptionnel et notamment avec ce but-ci avec Bruno Fernandes qui en a marqué 2 cette saison et il y a quelques semaines, il y a ce but de Kevin De Bruyne. Donc c'est toujours bien de revoir de temps en temps une option de super luxe qui est ces magnifiques coups francs directs. Et celui-ci, c'est le but de la victoire marqué par Pablo Sarabia lors de la victoire de Wolverhampton à Manchester United le week-end dernier. Et puis on ne pourra plus jamais oublier les phases arrêtées directes de Declan Rice face au Real. Ces coups francs-là rentrent dans l'histoire. Il fallait éliminer cette équipe. Comment ? Avec 2 phases arrêtées incroyables. C'est d'autant bien de le rappeler qu'en fait, c'est les 2 premiers qui marquent comme ça. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Quand on le voit tirer les 2, on se dit il en a marqué plein. Eh bien non. On se dit c'est des spécialistes. Et on voit parfois, et souvent on en a déjà rigolé avec
Christian, c'est qu'on voit parfois des gars qui veulent absolument prendre les coups francs alors que dans leur carrière, ils n'en ont jamais mis un. Donc c'est parfois très étonnant ces moments de coups francs. On a l'impression que c'est une grande occasion et qu'en fait, on voit 8 mois de travail pour arriver à ce moment-là, mais c'est réussi. Oui, oui, tout à fait. C'est évidemment ce qui a fait la différence dans le match aller pour Arsenal qui jouera d'ailleurs le week-end, enfin pas le week-end prochain, la semaine prochaine. Cette demi-finale face au PSG, ce qui explique aussi peut-être la déconcentration. Ouais, et on rappelle que les entraîneurs pour les phases arrêtées ne sont importants que quand ils marquent. Hein, donc ça c'est très important de le rappeler. Bon allez, je vous propose d'évoquer la première rencontre du week-end. C'est celle du samedi à 13h30, importante pour Chelsea. On l'a dit dans la course au top 5, c'est Chelsea face à Everton. We're almost into the home straight of the Premier League. The stakes are high. Decide with the Champions League on their mind. David Moyes continues his fine work at the Everton helm. It's another Toffee's step in the right direction. Chelsea just can't afford to let slip. Oh! Wow! Now taking on Dragusin, going past him. It is a brilliant second. Those two to Correa. So this is it. Rendez-vous à Stamford Bridge, Chelsea 6e avec 57 points face à Everton, 13e avec 38 points, mais évidemment qui a assuré son maintien et qui pourra inaugurer son stade la saison prochaine, son nouveau stade en Première Ligue. Cette équipe de Chelsea, c'est peut-être la plus irrégulière du top 6, top 7 cette saison. C'est exactement avec ça que j'ai regardé un peu les chiffres aujourd'hui. Et je me suis dit, ils ont 8 défaites. Sur l'ensemble de la saison, sur ces 8 défaites, il y a 5 ténors. C'est pas mal d'être battu par Aston Villa, d'être battu 2 fois par City, d'être battu par Arsenal. C'est pas grave. Il y a 3 accidents. Ils sont lourds. Fulham, Ipswich, ok, ça c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, au niveau des défaites, ça va encore. Même si c'est pas l'impression qu'ils nous donnent par rapport à leur jeu depuis 2025. Par contre, là, 2-2 face à Bournemouth, 0-0 face à Brentford. Je vous propose de voir le tableau avec les derniers résultats. Christian, quand on a préparé l'émission, d'ailleurs l'a indiqué sur l'infographie, c'est laborieux parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule défaite. C'était en déplacement du côté d'Arsenal, mais on les voit aussi, Chelsea affronter surtout des clubs de la deuxième moitié de tableau et ça paraît compliqué à chaque fois. Oui, mais quand on le voit comme ça n'a pas l'air si mal. Non. Je veux dire, voilà, quand on regarde les couleurs, on se dit, ils n'ont finalement qu'une défaite. C'était contre Arsenal, comme dit Bruno, c'est pas totalement illogique. Après, sur les 5 derniers matchs, prendre 8 points sur 15 alors que c'est le sprint final, ça c'est peut-être un peu plus dérangeant. Là où d'autres, évidemment... Ça joue moins bien. Ça, c'est clair. Hein. Et ça joue sans doute moins bien. Et puis surtout, moi, à propos de Chelsea, enfin, je sais qu'on va évidemment développer, mais vous avez vu cette remarque de Palmer sur le plaisir de jouer parce qu'il est dans le dur pour le moment. Il n'a plus marqué depuis le 14 janvier dernier. Ouais. Et il a l'air de faire illusion à la période de Pochettino en disant qu'il y avait plus de plaisir sous Pochettino qu'il n'en y a aujourd'hui. Ça, c'est mauvais signe. Maresca. C'est un peu mauvais signe. Et c'est vrai que ça fait aussi référence à quelques remarques de Maresca dans les semaines précédentes en disant « je veux que vous fassiez ça, je veux que vous jouiez comme ça ». C'est assez strict apparemment sur papier. Il n'a pas tort, hein, d'où ils viennent. C'était quoi le jeu de Chelsea les 24 mois qui précédaient? Il y avait quand même un gros problème. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Vous avez un coach qui vient pour mettre en place, vous allez le jeter pour mettre un coach qui va privilégier un peu l'entertainment, mais qu'ils aillent chercher Postecoglou. Hein, là, les joueurs vont s'amuser. Il y aura du spectacle, mais le public, ça c'est autre chose. Regardez un peu les... Ils sont peut-être en contact. C'est possible. Ils sont peut-être en contact. Je ne suis pas sûr qu'ils soient bien accueillis du côté du bridge. Non, bien sûr. C'était de l'humour noir. Bon, Christian, vous avez remarqué qu'il y avait des difficultés offensives du côté de Chelsea parce que les principaux attaquants ou les principaux buteurs ne marquent plus. Par contre, ça passe par les flancs essentiellement. On avait déjà expliqué en partie la semaine passée avec Jean-François cette idée et c'est pour ça en fait que je rejoins un peu Bruno en disant qu'il y a cette idée de vouloir absolument mettre sa griffe et mettre quelque chose en place. Mais ce qui fonctionnait avec des joueurs, avec des modèles de jeu rapide, de reconversion rapide, et on l'a vu avec Nicolas Jackson quand il était à la Villarreal, je l'ai souvent expliqué, les face-à-face, le jeu rapide, avec Cole Palmer qui passait par l'axe, Madueke qui ne donnait pas d'assise sur les flancs, mais qui recevait des ballons de l'axe pour pouvoir marquer des buts. Aujourd'hui, ces trois-là, en fait, qui sont les trois meilleurs buteurs, ils ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que ça maintenant, ce que vous voyez en image avec Chelsea, c'est-à-dire absolument passer par les flancs. Et on voit des choses aberrantes, mais qu'on voit dans d'autres clubs aussi, c'est-à-dire que c'est Cucurella qui finalement
est un des meilleurs buteurs après eux, qui se retrouve dans le petit rectangle pour marquer des buts. Et on veut absolument, absolument ne pas passer des étapes ni de lignes. On veut absolument construire. Voilà, regardez, c'est chaque fois la même chose. Et ils ont beaucoup d'occasions comme ça. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ils n'ont pas les attaquants pour jouer dans le système avec quelqu'un qui vient au cordeau ou qui est fort de la tête. Et donc, est-ce que c'est la transition à laquelle il veut arriver et il va le démontrer par la suite? Mais en tout cas, pour le moment, les résultats ne suivent pas parce qu'on doit se retrouver avec Cucurella qui doit pousser le défenseur central à marquer contre son camp. C'est un peu bizarre, voilà. Mais il faut peut-être laisser un peu le temps encore à l'entraîneur pour qu'il puisse réellement mettre sa griffe. Mais pour le moment, je trouve que dans le modèle, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il se dit qu'ils ont prêté un jeune Brésilien du côté de Strasbourg qui a fait une saison extraordinaire, qu'ils vont récupérer, qu'ils vont aller chercher d'autres joueurs encore, etc. etc. Mais là, c'est le présent qui est important. Oui, Ils doivent gagner face à Everton samedi. C'est exactement ça faites bien dire ça, parce qu'il devrait être dans le présent et pas être dans le futur, qu'il soit proche ou un peu plus lointain. Ils doivent non seulement gagner, mais en plus, dans les matchs qui vont leur rester après, ils vont rencontrer Liverpool. Alors peut-être Liverpool titré, ça c'est sûr, mais deux équipes qui sont devant eux au classement. Ouais. Et donc là, il va falloir... Ils doivent se déplacer en plus. Oui, c'est à Newcastle et à Nottingham Forest. Je crois que ce sera même la dernière journée. La dernière journée. Donc pour eux, je dirais même que... Et tout ça avec une demi-finale. Alors évidemment, c'est la Conference League, le noyau est large et c'est pas toujours la même équipe qui joue, mais tout ça avec dans l'esprit de se dire, ok, c'était pas très important la Conference League, mais si on peut jouer une finale européenne quand même... Ouais. Oui, bien sûr. Voilà, donc, mais en tout cas, s'ils ne sont pas dans le top 5, on voit mal comment Maresca pourrait rester. Ça veut dire que tous les ans, on va virer le coach parce qu'on n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Vu de loin, ça paraît être une réussite quand même, cette saison. Ça paraît être une réussite. Il a dû nettoyer aussi tout un vestiaire. Hein. Souvenez-vous, le début de saison, c'était compliqué. L'effet de surprise s'estompe aussi par rapport aux adversaires. Donc aujourd'hui, il faudrait, ou il eût fallu avoir des éléments en pleine possession de leurs moyens, des attaquants en pleine possession de leurs moyens pour faire la différence. Ça, il n'a peut-être plus. Vous avez raison, mais ce qui est gênant, c'est, je reviens là avec le petit commentaire de Palmer là, qui vient mettre un petit peu le malaise, je trouve, un petit peu. Une étincelle quand même. Voilà, en disant le plaisir, il est un peu disparu. Donc c'est... Mais on a tous connu les vestiaires. Vous savez, quand ça tourne moins bien, il faut cibler quelqu'un. Hein. Le plus facile, c'est le coach. Hein. Christian, on veut rajouter quelque chose. Je veux juste ajouter une chose par rapport à ce que dit Bruno, c'est qu'il faut quand même se dire que cette saison, c'est particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont à la porte de cette Ligue des Champions. Il y a beaucoup des équipes qui ont des périodes qui ne sont pas bonnes, qui font des contre-performances. On a Tottenham et on a Manchester United qui est aussi en dehors du coup. Ce qui fait que, en fait, ça cache un peu les problèmes de Chelsea parce que finalement, ils restent tout le temps collés à ce top 6 ou même être dans le top 6, mais avec des résultats qui ne sont pas dignes d'un top 6. Et ça, c'est parce qu'en fait, tous les autres ont vraiment des grosses mauvaises périodes cette saison. Chelsea doit absolument gagner et Everton n'a plus rien à perdre. Parce que depuis l'arrivée de Moyes, on va dire que ça va quand même beaucoup mieux. C'est plus la même équipe, c'est alors c'est les mêmes joueurs, mais l'identité. Et je trouve que dès le premier match, on a vu que cette identité on a l'impression qu'il est revenu, qu'il a remis les pantoufles qu'il avait dû laisser là près d'une armoire quelque part. Ouais, il a rallumé le feu, vert. Et il est de nouveau chez lui dans un football beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pragmatique, british presque aussi. Hein, avec, il ne faut pas imaginer une seconde qu'Everton va lâcher. Hein. Ils sont en train de préparer avec un nouveau coach la saison prochaine. Chacun doit faire sa mise en place. Il faut convaincre le coach. Il y a un nouveau stade. Tout le monde veut vivre ça. Je pense qu'ils sont à 100%. Ils sont à bloc, à fond. Hein. Et sur les 10 derniers matchs, ils en gagnent 2. Oui. C'était contre Liverpool et contre Nottingham. Donc, non, ils font un partage contre Liverpool. Contre Liverpool. On va voir les résultats. Christian nous a préparé une infographie. Et là, je vais quand même lui demander de nous expliquer le titre de l'infographie, Christian. La traduire et puis nous l'expliquer. Oui, j'ai un peu été regarder quel était son nickname, son surnom en fait quand il était entraîneur et joueur. Et en fait, à un certain moment, quand il a commencé à faire des résultats avec West Ham, il est passé du ginger nut, c'est-à-dire ginger parce que en fait en anglais la couleur de cheveux fait penser en fait à c'est le rouquin quoi. À une couleur rousse, oui. Alors donc en anglais c'est ginger et alors nut parce qu'en fait parfois il est pas très très bien dans sa tête et puis il est passé en fait à Moyesia comme le Messia parce qu'en fait il a commencé à faire des résultats et c'est comme ça que maintenant on le surnomme comme ça quand il arrive à Everton et donc il parvient à créer une nouvelle dynamique à un certain moment et
Et on le voit d'ailleurs sur l'infographie. Hein. Regardez quel mois d'avril avec les matchs à jouer qui sont incroyables. Et il s'en sort quand même pas mal parce que c'est quand même des bons résultats pour ils encaissent peu. Enfin, bon, pour Everton, et toujours avec une robustesse. C'est ça qui est important. Il n'y a pas beaucoup de buts qui sont encaissés. Et c'est ce qui fait en fait qu'il parvient à sortir la tête de cette partie de relégation. C'est parce que c'est une équipe qui est robuste et qui se bat sur tous les ballons. Oui, et sur les 10 matchs, ils font 6 partages. C'est aussi la robustesse. Et quand je disais les 2 victoires, c'est ça que je revenais. Alors, il y avait évidemment Nottingham et il y avait Crystal Palace. Je voulais juste dire, c'est 2 fois à l'extérieur qu'ils ont été chercher ces 2 victoires-là. Donc, c'est bien la preuve que les gars, ils sont là jusqu'au bout. Et chaque saison et demie, ils perdent leur meilleur, hein, qui s'appelle Onana, qui s'appelle Fellaini, pour ne prendre que des Belges. Mais il faut gérer ce groupe où il faut vendre aussi. Moi, je retiens une chose. Il est arrivé le 11 janvier. Et si on prend le classement depuis le 11 janvier, ils sont 6e. Donc, ils seraient européens s'ils avaient pris... Ils se bagarrent avec Chelsea. Oui, exactement. Ouais. Moyes, le nouveau Messi, donc, du côté d'Everton... On parlait de pragmatisme, Christian. On le voit notamment sur les phases arrêtées, notamment sur les coups francs. Oui, mais c'est quand on regarde en fait le modèle et les performances offensives d'Everton, on ne voit que du rouge et du orange. Et puis il y a une petite couleur verte qui dépasse du tableau. Ce sont les coups francs et les coups francs indirects, notamment, et en plus de ce coup franc de Young. Et ces 3, en fait, dans le même match contre Wolverhampton. Donc, en fait, ça prouve à quel point les sports collectifs de compétition, eh bien, c'est defense, defense, defense. Et quand on parvient à remettre en place, comme je le disais, que j'utilisais un mot souvent ces dernières semaines, cette robustesse, eh bien, on parvient à réaliser des résultats qui font qu'on reste dans cette première ligue alors qu'on est menacé. Et donc voilà, c'est toujours, je reviens à chaque fois aussi avec les phases arrêtées, mais c'est le petit plus qui permet à toutes les équipes de n'importe quel niveau, dans n'importe quelle série, dans n'importe quelle ligue, de pouvoir être quand même compétitif parce que c'est la même chose pour tout le monde. Ouais. Il faut le faire, hein. C'est pas, suffit pas de le dire. Il y en a, ils sont tous en train de bosser pour marquer sur phase arrêtée, mais il y a des entraîneurs qui vont arriver à avoir un vrai impact. Il a relancé certains joueurs, Beto qui marque quand même régulièrement, et puis on retiendra aussi Iliman Ndiaye. C'est peut-être la plus belle surprise. Bon, on le connaissait un petit peu quand même. Après une saison en demi-teinte à Marseille, il avait été notamment meilleur joueur de Championship avec Sheffield United il y a 2 saisons. Mais là, on sent quand même qu'il a pris de la place dans cette équipe d'Everton, Christian. Oui, et c'est la preuve, en fait, et on l'a aussi souvent évoqué, que quand on parvient à se faire une place importante en Championship, on est prêt pour cette première ligue parce qu'on connaît déjà l'intensité et on sait l'importance de l'intensité en Championship. Et donc, ces joueurs sont déjà prêts à aller dans les duels, ils sont prêts à avoir une intensité. Et puis après, quand on a des joueurs comme Ndiaye, vous l'avez vu maintenant avec ce magnifique passement de jambes, avec cette audace, eh bien, ces joueurs, ils parviennent à faire leur place. On a beaucoup, hein. On a Mbeumo, on a Wissa, on a tous les joueurs en fait qui ont fait leurs épreuves en Championship et puis qui parviennent à être 6, 7 fois, 8 fois décisifs par saison dans des clubs petits et moyens. Et lui, depuis l'arrivée de Moyes, il a marqué 4 fois et on lui donne aussi les responsabilités des pénaltys. Donc c'est quelqu'un qui a apprécié dans son jeu offensif et ça permet aussi de sauver le club de cette manière. Rendez-vous donc samedi à 13h30, c'est la première rencontre du week-end. Ce sera aussi sur Divertissez-vous, donc pour ce Chelsea-Everton qui est quand même très important pour les Blues en cette fin de saison. On passe à l'affiche évidemment du week-end, le match qui pourrait offrir un 20e titre à Liverpool, c'est Liverpool-Tottenham. Welcome to Anfield. And again from McAllister. Van Dijk! And this could fall for Johnson! And he's poked it in! Welcome to Anfield, c'est Virgil van Dijk qui va vous accueillir apparemment dimanche. Il vient nous chercher avec sa voiture. À l'aéroport. Ouais. C'est sympa. Bon, puisqu'il a re-signé, maintenant il a le temps, il peut se concentrer sur Liverpool. Oui, mais c'est bien, il y a plein de jeunes qui émergent là, du côté de Liverpool et c'est bien d'avoir, ça là évidemment et ses stats, des joueurs de 33 ans comme ça qui vont entourer toute cette génération qui arrive.
Et c'est impressionnant, les jeunes on en reparlera de ces jeunes-là. Hein. Tout le monde en Angleterre n'est pas aussi optimiste que Bruno. Hein. Certains éditorialistes et certains journalistes se disent OK, ils ont fait signer. Mais Salah et Van Dijk. Salah et Van Dijk, mais cuite pour les autres. Parce que quelles seront les vraies ambitions? Il faut se souvenir quand même que Liverpool va être brillamment champion, certes, mais il faut se souvenir quand même que les 3 cups cette saison, ils ont pris quand même chaque fois des revers difficiles à accepter pour une équipe de ce niveau-là. Se faire battre à domicile par le Paris Saint-Germain, ça a été l'humiliation. Perdre en finale, même si c'est la petite cup, hein, mais perdre en finale contre Newcastle dans la Coupe de la Ligue, ça a été une petite éliminé gifle quand par même. un petit. Et éliminé par ça, Plymouth. Et en Cup, éliminé par Plymouth, ça a été un 3e échec. Donc, ceci dit, personne ne les attendait comme champions. On parlait d'Arsenal, de Manchester City. Liverpool n'a quasiment pas été cité parmi les favoris. C'est vrai, mais on a dit City rate sa saison. Arsenal perd beaucoup trop de points cette année. Ils n'ont pas eu véritablement de concurrents. Mais bravo pour ce qu'ils font. Hein. Je ne dis pas que le titre de champion... Moi, je me réjouis juste pour eux, parce que le dernier titre, vous vous souvenez dans quelles conditions ça s'était passé? C'était dans un stade vide, évidemment. C'était lors du Covid. Donc, c'est 2020, et là, ils vont pouvoir soulever le trophée. Presque celui de 2020 et de celui de 2025. Ils peuvent le fêter maintenant. Et faire une tournée en bus. Exactement. Voilà, donc tout sera prévu. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez du match aller, mais il était... très spectaculaire. Christian m'a même dit pour lui que c'est le match le plus spectaculaire de la saison. On peut lancer les images et en parler pendant qu'on voit certains des buts, parce qu'il y en a eu 9 quand même du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Bon, Liverpool a mené assez rapidement dans le match et n'a jamais lâché prise. Mais on a vu toute cette puissance offensive des Reds ce jour-là et parfois aussi un petit peu de vulnérabilité défensive. Ils l'ont montré ces dernières semaines. Hein. Ils encaissent régulièrement en ce moment, mais quand vous avez 3 joueurs, Salah, Luis Diaz, Gakpo, qui vous marquent à eux 3 60% de vos buts. Et puis que Darwin, par exemple, monte en fin de match et a marqué aussi quelques buts décisifs. Oui, et il faudrait parler aussi du rôle de Gakpo, hein, parce que avoir 8 buts et 3 assists quand vous avez à peine 50%, enfin 52% de temps de jeu, ce sont des stats énormes, hein, mais vraiment énormes. Salah, évidemment, écrase tout et tout le monde. Mais ce sont des stats, 75 buts marqués, ça permet de temps en temps d'avoir quelques erreurs défensives. Je trouve que sur la fin de compétition, Van Dijk n'a pas été impérial, mais c'est peut-être le lot de joueurs qui passent beaucoup de temps. Ce sont des hommes d'affaires aussi, hein, donc quand vous négociez un contrat, c'est avec vos conseillers, c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup d'influx. Et peut-être que ça joue, peut-être. Ouais. 3-6. Oui. Score étonnant qui nous en disait déjà long sur la saison de Tottenham. Donc vous allez voir le deuxième set en fait. On va voir le deuxième set. Mais il n'empêche quand même que... Alors, évidemment que tout le monde attend le titre. Le problème, c'est qu'avec cette équipe de Tottenham, on ne sait jamais où on va. Ça, c'est vrai. 18 défaites, ça on sait. Oui, ça on sait. Mais on va en parler dans quelques instants. 18 défaites, ça c'est clair. Ils sont encore capables de venir et de gagner 0-3. Tout est possible. N'allons pas trop vite. On va quand même rester encore un peu sur Liverpool. Oui. Vous l'avez dit, ils encaissent un peu plus de buts. Ça semble un peu plus compliqué en cette fin de saison. Ils ont beaucoup gagné par un but d'écart. Ouais. Et Christian, notamment, a pointé que la phase arrêtée a été aussi importante pour aller chercher ces... Bon, ils ont 12 points d'avance, hein, mais pour garder ces points d'avance sur Arsenal et pour gagner des matchs compliqués, il y a eu la phase arrêtée, Christian. C'était le seul point offensif qui n'a jamais finalement décollé cette saison. C'était la phase arrêtée. Ils étaient vraiment en retrait, mais ils n'en avaient pas besoin puisqu'ils parvenaient à ouvrir le score et à solidifier les résultats sans cette phase arrêtée. Et puis subitement, maintenant, quand ça va pas bien, fatalement 2 matchs importants avec le match justement à West Ham où ils encaissent quand même un but dans les dernières minutes. Ils parviennent à marquer via Van Dijk à la 88e. Et puis ici, ils parviennent à gagner aussi dans ce dernier quart d'heure avec des rebonds multiples, mais toujours avec une phase arrêtée à la base. Et donc, ça confirme en fait que même eux sont obligés d'utiliser ce genre de domaine, ce genre d'action pour pouvoir solidifier des résultats. Et c'est quand même 6 points de prix grâce à ces 2 phases arrêtées. Donc, j'encourage tout le monde, partout, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, travailler la phase arrêtée, c'est très important. Et puis, je lance déjà Vision du jeu, parce que dimanche, on aura le temps de papoter un peu. On va parler, souvenez-vous, avec Klopp, champion, des stats extraordinaires pour Robertson à gauche, 10-12 assists. Alexander-Arnold, 10-12 assists. Souvenez-vous de cette période-là. Aujourd'hui, champion, Robertson, 0 but, 0 assist. Et Alexander-Arnold, 3 buts, 6 assists. Donc, le modèle a changé. Oui.
Et là, on prendra le temps, dimanche, avec les informations que nous donnera Vision du jeu, d'expliquer un peu. Moi, je pense que Gravenberg a un rôle immense, même s'il n'a pas marqué le moindre but. Il a un rôle immense de relayeur dans cette équipe-là. Un rôle différent par rapport à l'époque. Complètement différent. Mais c'est ça. À 22 ans, à 23 ans, il y a pas mal de joueurs qui arrivent là. Même Szoboszlai, 24 ans. Les années arrivent. McAllister, 26 ans. Il y a quelque chose de très, très solide. Il fallait prioriser, si ce mot existe, le buteur d'exception. Mohamed Salah. 32 ans, lui, mais toujours en pleine forme. Et en préparer sans doute d'autres, parce que ça leur a toujours bien réussi. Hein. Il y a toujours eu un trident offensif d'exception à Liverpool. Ça fait partie aujourd'hui de leur ADN. Mo Salah, c'est 27 buts et 18 assists, saison exceptionnelle. 9 pénaux. Oui, bah justement, il a marqué quelques pénaux, mais vous vous souvenez de son dernier but de plein jeu? Il faut remonter au mois de... C'était en février, on va le voir. Donc ça fait quand même 2 mois qu'il n'a plus marqué sur phase arrêtée. Là, il avait profité expliquant de cette boulette. Cela. Oui. Mais le match démarre à Leicester, il touche les 2 poteaux. Hein. On est à la 2e minute de jeu. On va les voir juste derrière. Une frappe de poteau. Donc, ok, mais il est là. Voilà, ça c'est les 2 poteaux, donc un petit peu moins. Regardez le chrono, aussi. Regardez le chrono. Hein. Match plié. Normalement, match plié. Là, ce sont des miracles. Ok, ça arrive, ça existe aussi. Et puis il avait touché aussi le poteau juste avant le but de Trent Alexander-Arnold. On va le revoir ici. Donc voilà, ils se sont imposés 0-1. Rendre à Leicester qu'eux aussi ont eu un poteau à 0-0. Il faut aussi leur laisser ça, bien sûr. En fait, pour cette équipe de Liverpool, il y a un moment donné, parce que chaque semaine, c'est vrai que ce soit dans l'Europe de 11 ou que ce soit ici dans cette émission, on essayait quand même de remettre un suspense en place. Hein, avec est-ce que Arsenal va revenir? Est-ce que finalement... Il y a eu un moment clé, c'est cette défaite à Fulham, où là, on se dit, tiens, est-ce qu'ils vont s'écrouler ou est-ce qu'ils vont réagir? Et derrière, ils réagissent en prenant malgré tout 6 points sur 6, là où Arsenal perd encore des points. Donc voilà. Et Christian a donné la raison, c'est que sur les phases arrêtées, ils sont parvenus à faire la différence. Donc, ils ont terminé de manière sérieuse cette fin de saison. Et ils seront champions sur corner ce week-end. Là où on a cru que ce serait plus facile. Vous avez entendu ou pas? Ils seront champions sur corner ce week-end. Vous avez entendu? C'est noté, mais vous serez là la semaine prochaine. S'ils ne sont pas champions sur corner, vous allez ramasser, hein, je vous préviens. On a cru que de n'avoir plus qu'une seule compétition, ça allait leur permettre d'être très très frais et d'écraser la concurrence, mais en fait pas du tout. Ouais. Avoir un sacré avantage et n'avoir qu'un seul objectif, parfois, ça peut être un peu plus compliqué aussi. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. Donc je note, hein. Vous n'avez pas la minute? Non, je n'ai pas la minute. Mais Ok, voilà pour cette équipe de Liverpool qui partira évidemment largement favori parce que cette équipe de Tottenham, bon, il reste la Conference League, demi-finale face à Bodo Glimt. Faut pas croire que c'est gagné d'avance parce qu'elle allait se taper presque le pôle Nord là sur une pelouse synthétique, ce sera au match retour, ça va pas être évident. Il y a plein d'équipes qui se sont déjà cassées les dents. Postecoglou gagne un trophée chaque année. Jusqu'à présent, mais toutes les bonnes séries ont une fin. On va voir. Ils sont favoris avec Manchester United. Pour moi, c'est vraiment une des interrogations, et surtout avec le président de Tottenham, qui est quelqu'un plutôt d'agité. Hein, oui, et qui appuie souvent sur le bouton d'éjection. Et qui fait de merveilleuses affaires financières. Ouais. Ce club-là, il est très très sain. Il a dû en faire une cette année, peut-être lors du 3-6 face à Liverpool, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais c'est un business, c'est ce que les supporters reprochent. Il a créé un business très rentable, mais il a perdu le football. Ouais. Enfin, non, les gens se sont amusés. Avec Tottenham, les gens se sont amusés. Je ne suis pas sûr. Pour avoir commenté le match de lundi... 51 buts encaissés, 18 défaites. Le stade se vide à 10 minutes de la fin. C'est des 18 défaites sur toute la saison en championnat. Je disais souvent lundi dans l'Europe de 11. Frédéric Oisset, je disais souvent, on s'amuse avec Tottenham. Je ne sais pas si on s'amuse quand on est 16e du championnat en fin de saison. 16e, hein 16e. Ah, ils ont de la chance que les 3 clubs qui vont descendre sont vraiment en dessous des autres, parce que sinon ils auraient été mêlés à la lutte pour le maintien. Oui, imaginez alors, en lutte pour le maintien avec Manchester United. Écoutez, ils sont pas loin. Hein, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ça, c'est quand même pas possible. Ou alors là, il faut qu'on arrête le foot anglais. Hein. Bon, ça arrive. Le point positif, ils ont marqué 61 buts. Ils sont, je crois, dans le top 5 des équipes qui marquent le plus. Par contre, ils en ont pris 51. Et on a vu notamment, on va le voir avec Christian sur ces dernières semaines, des erreurs défensives assez incroyables. Donc ils ont beau marquer plusieurs buts parfois par match, ils en encaissent souvent encore plus, on va le voir ici. Ah pardon, il y a d'abord les résultats face au top 6, c'est vrai que ça c'est important parce que regardez
les résultats catastrophiques. Ils sont capables d'aller gagner 0-4 à Manchester City. À ce Manchester City-là. Oui. Celui qui ne sait pas lire ce tableau-là, il a un problème. Je vous le dis. Si on est daltonien, on peut encore avoir un peu de mal à voir les couleurs, mais normalement, c'est évident. Ouais. Et j'irai même plus loin parce que j'étais voir face au top 10. Top 10, c'est 12 défaites, 2 victoires, 2 partages face au top 10. Donc il faut ajouter Bournemouth, il faut ajouter Brighton. Aucun coach ne résiste normalement. Normalement, non. Je pense que c'est vraiment l'Europa League qui sauve. Oui, mais ce sont les matchs, à mon avis, où l'entraîneur refuse de jouer tactiquement. Il y va avec tout son enthousiasme ou la façon dont lui a décidé qu'il allait jouer. Sauf qu'à ce jeu-là, voilà. Oui, mais on a ça dans les championnats amateurs. Il y a plein de coachs comme ça. Mais là, on est en première ligue quand même. Ouais. Oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Bon, les buts encaissés par Tottenham sur des erreurs défensives qu'on va disséquer avec Christian. On peut lancer la séquence. En 2 semaines, sur les 2 dernières semaines, il y a 6 buts encaissés. Il y en a 3 sur erreurs individuelles ou collectives. Et on le verra après, il y en a 3 sur phase arrêtée sans penalty. Donc je ne sais pas quoi ajouter de plus. On essaie de trouver chaque fois une raison en disant oui, il y a de l'enthousiasme, il y a du spectacle. Donc il y a eu beaucoup de blessés aussi. Ça sera très bien. Mais dans l'absolu, au niveau du jeu, et pourtant il a récupéré des joueurs aussi importants que Romero et qui a quand même fait une erreur incroyable dans la couverture de balle. La mauvaise sortie de balle, alors c'est un jeune, c'est vrai, c'est Bergvall et tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas avec des joueurs quand même de qualité, avec quand même un noyau de qualité, avec un entraîneur quand même qui leur donne beaucoup d'espace offensif, mais au niveau de la balance et de l'équilibre, ça n'a rien à voir avec le modèle de la Première Ligue. Ça n'a rien à voir avec une équipe du top. C'est aussi simple. Qui pouvait imaginer qu'il ne serait pas dans le top 6 ? Allez, on va même pas parler du top 4. Top 6, impensable. C'est un accident industriel, ce qui se passe là. Oui, et ça ne va pas en s'arrangeant, puisque les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 4 défaites. Donc les 5 derniers, c'est 4 défaites quand même. Alors vous avez raison, parce que je ne sais pas si on l'a bien entendu, ils ont eu des problèmes défensifs. Ouais, ils ont eu Romero, ils ont eu Van de Ven. Le gardien. Le gardien, je pense que ça c'était peut-être une clé importante de cette saison. Donc voilà, mais enfin malgré tout... Udogie aussi a été blessé pendant une période. Udogie aussi a été blessé. Et donc ça veut dire que le noyau est malgré tout de qualité quand même. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Et puis, c'est un noyau qui est quand même supérieur à la 17e place actuelle. Vous parliez des déclarations de Palmer. J'ai entendu aussi des choses. Après, voilà, je ne sais pas si c'est la vérité, mais qu'il y aurait une fracture entre Postecoglou et le vestiaire, parce que Postecoglou prend parfois des jours de congé alors que les joueurs s'entraînent. Il quitte parfois les entraînements pour aller manger tout seul. Enfin, il se passe quand même des choses. Non, ça, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu ça, mais je vais faire une enquête. Si on croise quelqu'un de Tottenham, on va demander. Mais vous avez juste au-dessus des relégables, vous avez West Ham. West Ham, on parlait d'Europe il n'y a pas si longtemps avec Vision du jeu. Ils ont gagné la Conference League il y a pas longtemps. West Ham, Tottenham et Manchester United. Alors là, il se passe un truc. Oui, effectivement. Alors, on a parlé de Liverpool qui a été efficace sur phase arrêtée pour aller chercher quelques victoires ces dernières semaines. Et donc, on va parler de la faiblesse de Tottenham sur phase arrêtée. On l'a encore vu lundi dernier, Christian. Oui, notamment contre Nottingham ce lundi, voilà, il y a 2 buts encaissés et ces 2 buts qui sont sur phase arrêtée. Alors voilà, il y avait déjà Wolverhampton avant. Ça doit peut-être être embêtant de toujours m'entendre parler de ces phases arrêtées, mais voilà, pour moi, si je donne un avis de technicien de terrain, c'est normalement le domaine dans lequel on devrait le moins encaisser, et pourtant, ça arrive toutes les semaines. Et si on n'est pas bon de plein jeu, si on fait des erreurs individuelles de plein jeu, alors au moins sur phase arrêtée, on peut anticiper quelque chose. Eh bien, c'est pas le cas. Ici, regardez, le joueur s'est positionné sur le flanc gauche, donc dans une combinaison travaillée. Ils ont tout le temps de pouvoir regarder, de pouvoir observer ce qu'il va faire. Il doit faire un contrôle orienté, il doit donner un centre rentrant. Et le joueur qui marque de la tête est tout seul au point de pénalty.
Oui, mais En plus, c'est Chris Wood. Hein. Ça fait 8 mois qu'il regarde les autres. Hein. Ça fait depuis le début de la saison. L'aspect défensif est quand même assez catastrophique. Si votre coach va manger au restaurant pendant que vous travaillez, Jean-François, comment voulez-vous gérer les phases arrêtées? J'espère que le restaurant est bon. Moi, je fais une enquête. Moi, je ne quitte pas Manchester écoutez, sans avoir interviewé. C'est un journaliste assez sérieux qui a expliqué ça. Donc. Je vous crois absolument. Okay. Vous m'enverrez copie de l'article pour dimanche, mais je vous crois vraiment. Mais pourtant, on en est jusque-là. Et pourtant, Kulusevski, Betancourt, Sarr, Richarlison, Tell, vous avez Johnson, vous avez Odobert, vous avez il y a de la qualité dans cette équipe, c'est pas franchement, c'est un des plus grands accidents avec Manchester United industriel de la saison. De ces 10 dernières années. Hein. Et je suis curieux de voir l'équipe qui va être alignée dimanche, parce que lundi, par exemple, il avait commencé avec Romero et Van de Ven dans l'axe de la défense. À la mi-temps, il les a fait sortir tous les deux. Donc moi, j'étais au commentaire, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est rare qu'on fasse sortir ces deux défenseurs centraux. Et après, en conférence de presse, ça lui dit, oh non, c'était prévu, il devait jouer avec les 45 premières minutes. Il n'avait pas envie d'aller seul au restaurant, donc ils sont allés à 3. Il a quitté le match, ils sont allés manger. Donc voilà, préparez-vous à quelques surprises éventuellement dans la composition, parce que le match le plus important, ce sera jeudi face à Bodo Glimt. Bodo Glimt, le 1 et le 8 mai, des rendez-vous avec la compétition européenne. Pour conclure sur ce match, on conclut ce match, on a encore quelque chose. Conclusion, c'est le bon moment. Je voudrais quand même dire un truc sur Liverpool. 3 joueurs, 33e journée, enfin 34e qui arrive, 33 journées, 3 joueurs ont été titularisés à chaque fois. Van Dijk qui a 100% de temps de jeu, c'est logique. Incroyable. Mo Salah et mon chouchou du moment, Gravenberch, 22 ans, titularisé les 33 fois. C'est quand même chapeau. Bien sûr. Ce Gravenberch, il faut suivre. Il y a quelque chose, c'est ce joueur-là. Et Gravenberch, pendant 1 an, est quand même resté à attendre son tour, puisque sous Jürgen Klopp, sa dernière année, il ne jouait pas assez, alors que je pense que Klopp y croyait beaucoup aussi. Donc il a fallu un temps d'adaptation. Oui, c'est une des grandes réussites de Slot cette saison, d'avoir replacé et utilisé Gravenberch. Et on en reparlera avec Christian sans doute aussi à un moment donné, et d'avoir replacé Szoboszlai dans un rôle différent aussi. Et je trouve que c'est une preuve d'intelligence de ce coach-là. Effectivement, rendez-vous donc dimanche, coup d'envoi à 17h30 et vous serez en direct pour éventuellement la fête du titre. Exactement, dans un stade d'Anfield plein cette fois-ci pour fêter un titre de champion d'Angleterre. Ouais, effectivement, ce sera le 20e, ils viennent à la hauteur de Manchester United. Les rendez-vous pour samedi et dimanche, vous savez que le premier match, donc, ce sera du côté de Chelsea face à Everton, Goals of the Day à 15h45. Pas de match le samedi soir, par contre, les rendez-vous du dimanche. Bournemouth Manchester United, avec Manchester qui a aussi peut-être un petit peu sa tête côté européen. On atterrit vers 10h à Manchester, le temps de déposer 2-3 sacs et taxi, on file à Anfield et là on vous ramène un maximum d'images en live déjà sur les réseaux, partout. On va vibrer. Les interviews. Mais les interviews aussi évidemment. Et peut-être un titre de champion pour l'Europe des 11. Mais effectivement, on pouvait peut-être demander la coupe à prêter, qu'on puisse la mettre sur... Les seules questions que j'ai à poser, c'est aux joueurs de Tottenham concernant leur coach et les restaurants étoilés du nord de Londres. Là, on dirait que je vous ai titillé. Ah oui, oui. Provoqué votre curiosité. Oui. On va enquêter. Donc, on vous expliquera encore ça mieux la semaine prochaine, c'est promis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir notamment toutes les billets d'ambiance que vous pourriez nous ramener du côté d'Anfield, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas non plus, c'est un match à vivre aux côtés de Christian et de Vision du jeu. Et vous pouvez notamment rejoindre la communauté, mais je suis sûr que c'est déjà fait, la communauté Discord via ce QR code. Voilà, on a fait le tour. On remercie, puisqu'il est à l'écran, Christian. Le résumé de tout ça dans l'Europe des 11 lundi. Bien sûr, mais on y arrive, vous êtes pressé. Je voulais d'abord dire au revoir à Christian. Vous permettez? Bien. Christian, bon voyage, puisque vous êtes dans votre data mobile. Merci, je continuerai mon voyage ce dimanche et je retrouverai Bruno et Jean-François pour être avec eux et avec nos abonnés pour vivre en espérant le titre pour Liverpool. Donc rendez-vous dimanche. Le rendez-vous est pris et il me reste à vous souhaiter bon voyage aussi alors à Jean-François. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Fêtez bien le titre. Ouais. Oui.
Je pense que... Nous, on est neutre, hein, mais Bien sûr. quand on déploie autant de Une fois que le titre est gagné, vous devez participer on a besoin à la d'avoir... fête, hein. voilà. Pour être tout à fait honnête, je ne le suis pas tellement, non pas sur le fait que j'ai envie que ce soit Liverpool soit champion. À 0-4, on est moins bien pour les interviews. C'est pas ça. Non, simplement le fait que vivre un titre à Anfield, Ah oui, bien sûr. c'est ça qui C'est un compte, événement. surtout. C'est un événement. en soi, Ça reste bien sûr. évidemment un stade mythique avec une énergie tellement particulière. Et bien, vous pourrez évidemment vivre aussi. Et puis, Bruno et Jean-François vont vous faire vivre ça avec beaucoup de passion. Ce sera donc dimanche à 17h30. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end d'ores et déjà. Et à bientôt. Bye bye. Nouvelle journée de Première Ligue ce week-end sur Sport World. Samedi à 13h25, retrouvez Chelsea face à Everton. Puis dès 15h45, votre Goals of the Day avec Brighton, West Ham, les Magpies d'Alexander Isak qui accueillent Ipswich, Fulham et Castagne en visite à Southampton, et Wolverhampton qui reçoit Watford et ses Foxes. Enfin dimanche à 14h50, vivez le déplacement de Manchester United à Bournemouth. Et à partir de 17h20, profitez du choc entre Liverpool et Tottenham. Excellent week-end de Première Ligue sur Sport World. Greatness comes from everywhere. First of all, not trying to burst your ball, no room for racism, we've been tearing down all the walls. Zero tolerance right till the curtain's called, cause we're fighting for diversity, it's a right not a rule. Discrimination has no space in these places, got us chasing you out of the game with your pitch invasion. What a statement, all of the players from different nations, all the greatness only makes the game stronger, it's entertainment. Players taking a knee, that picture made me emotional. Online abuse on their posts, but still we're reaching our goals. We just need more managers in the fold. Vieira captain the side, good company's all we know. All my bros just trying to even the roles, I suppose. If I give you your flowers, give me your rose. On our toes, racism got the boot. We set the mode to take away what we've achieved. You must take away all the pros, the names on the shirt, the blades in the dirt, the chasing the worms. You're up early for work, so when they make you reserve, go play for your turf. Can't go back to your country, your home stadiums work. Zero tolerant, the team's so prominent, the heroes on and off. So that's why we had to take a knee, so confident. Zero tolerant, the drive's autonomous. There's no room for racism, it seems so obvious.